Je vous l'avais dit, Faustine, c'est impossible à l'habiller, on s'y prend pas au dernier moment. Et moi, je suis à 2 heures d'un énorme direct où il va y avoir des millions de gens devant. La beauté, le skincare, le maquillage, ça n'est pas de l'artificiel, ça n'est pas du superficiel, c'est entièrement lié au bien-être. On va à la piscine avec ma fille. Moi, on vient me voir, on me dit vous êtes pas si grosse. Les filtres vont devenir grotesques, la perfection va devenir grotesque. La notoriété donne pas du tout confiance en soi, même au contraire, elle vous fragilise beaucoup. Elle vous prive de beaucoup de choses aussi. Encore une fois, toute proportion gardée, je ne suis pas Beyoncé. Je voudrais juste remercier Faustine pour ses émissions. Grâce à elle, je me sens vraiment mieux dans ma peau. Elle parle et fait parler des sujets dont on ne parle pas assez dans les médias et sur les réseaux. Ce mot, c'est un mot de la communauté qui est rempli de gratitude. Il fait sens parce qu'il touche à ce qu'on porte tous au fond de nous, le regard des autres et celui qu'on a sur soi-même. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'apparence, de ce qu'il faut montrer ou cacher, mais on voit toujours la même chose. On retrouve toujours les mêmes codes. Dans cet épisode, on va parler de cette exigence d'être toujours impeccable, de l'équilibre entre image publique et authenticité, et de la manière de s'en libérer. Et vous l'avez compris, pour ça, on accueille aujourd'hui une invitée exceptionnelle. Bienvenue dans B comme Beauté, le podcast Blissim qui explore la beauté dans toutes ses dimensions, y compris les plus intimes. Ici, on parle sans filtre, mais toujours avec bienveillance. Parce que la peau, l'image de soi, le regard des autres, ça fait aussi partie de la beauté. Aujourd'hui, on accueille Faustine Bollard, animatrice et journaliste. C'est l'animatrice préférée des Français parce qu'elle comprend et accompagne des milliers de personnes sur leur rapport à soi et aux autres tous les jours. Bonjour Faustine. Bonjour à toutes les deux, bonjour à tous. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Moi aussi. Je pense que la plupart de nos auditeurs te connaissent déjà, mais est-ce que tu peux quand même te présenter en quelques mots et nous raconter ton rapport à l'image publique ? Oh là là, c'est compliqué parce que ça fait 27 ans que je fais de la télévision, donc ça fait 27 ans que le problème, enfin pas le problème d'ailleurs, c'est un bon lapsus, mais que la question en effet du rapport à l'image se pose. Donc je m'appelle Faustine Bollard, je viens d'avoir 47 ans. Ça ne se voit pas. Merci, c'est la réponse qu'on attend. J'ai 2 enfants de 10 et 12 ans, je suis journaliste et animatrice télé depuis en effet très, très longtemps et sur le service public depuis 2017 où j'anime une émission, celle dont on me parle le plus évidemment, qui s'appelle Ça commence aujourd'hui, dans laquelle je reçois des personnes qui me parlent aussi de leur intimité, leur rapport à l'image. Je fais aussi des émissions de divertissement. Voilà, je suis une animatrice épanouie. Chez Blissim, on est des grandes fans de Ça commence aujourd'hui. C'est vrai, ça me fait plaisir. Ça me podcast fait plaisir. dans les oreilles. Et puis, c'est vrai. Ah oui, en podcast. Et oui, oui, on est nombreuses à adorer et à écouter. Donc, j'adore. Épisode. Exactement. Aujourd'hui, on va parler notamment de la pression d'être impeccable. Oui. C'est un sujet qui revient beaucoup. Oui. Globalement, la pression liée à l'image de soi, au regard qu'on se porte. Et je pense que notamment, quand on est une personnalité publique, ça joue forcément un rôle, notamment au début. Bien sûr. Le regard que tu avais sur toi au début de ta carrière et aujourd'hui a certainement évolué. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Surtout que je pense que tu as dû voir aussi une évolution entre le début de ta carrière où peut-être que les réseaux sociaux étaient moins présents qu'aujourd'hui. Pas du tout présents, surtout. Voilà, c'est ça. Je suis un dinosaure. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai que même avec les rediffusions, les replays, les machins, c'est présent sur la télé, mais aussi sur les téléphones, partout. Absolument partout. Absolument. Et du coup, aujourd'hui, on aimerait parler aussi de cette pression-là et de te poser la question pourquoi, aujourd'hui, selon toi, on se sent toujours obligé d'être impeccable et de bien ressortir. Alors pour le coup, Dieu sait que je mets en valeur en permanence les bienfaits des réseaux sociaux parce que on peut, ça véhicule aussi de très jolies valeurs. On a tendance sans arrêt à jeter l'opprobre sur les réseaux sociaux parce que le harcèlement, parce que la comparaison permanente, et je l'entends. Mais il y a aussi des très belles choses, encore une fois. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux nous ont obligés à nous regarder, ont eu un effet miroir permanent. Et qu'on soit animatrice, on a l'habitude d'avoir les caméras braquées sur soi ou qu'on soit à la maison, on a en face de nous que des gens qui sont dans leur version optimisée. On verra jamais quelqu'un qui s'exprime avec des ongles pourris ou avec le maquillage qui est pas parfait. Jamais. Étonnamment, et pas jamais en fait. Et d'ailleurs, ça me pose une vraie question. J'ai regardé l'autre fois, il y avait eu un article sur les animateurs justement qui ont la plus grosse communauté sur les réseaux sociaux. Et je voyais Elodie Gossuin, et j'en ai parlé, qui a une communauté costaude. Et elle, qui vraiment n'hésite pas à se montrer le matin. Naturel. Hyper naturel, au réveil, parfois la tête dans le guidon. Et ça la rend extrêmement sympathique, extrêmement normale, ce qui fait qu'on se projette en elle. Elle a un potentiel sympathie énorme. Et je me suis dit, est-ce que toi, tu oserais justement te montrer sans filtre ? Je pense que j'en suis pas encore là.
Elle a franchi ce cap et je me dis qu'on va arriver dans une nouvelle ère des réseaux sociaux qui est peut-être pas tellement ce que c'était avant, où justement il va falloir qu'on se défroisse et ce qui va nous plaire, ce sont des gens qui vont être le plus bruts possible. Alors évidemment, on l'a vu, hein, il y a eu la mode no make-up de Pamela Anderson et tout. Je pense qu'on est au début de ce moment-là où finalement les filtres vont devenir grotesques, la perfection va devenir grotesque, parce que justement, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire qu'on a aimé se montrer très en beauté, mais finalement on s'est aperçu que ça nous faisait tous du mal, parce qu'on se comparait, parce qu'on se trouvait moins bien que la même personne, au même âge, au même endroit, et qu'aujourd'hui on arrive dans un moment au contraire où je pense que ça va être salvateur de nous montrer plus brutes. Ouais. Donc cette pression, je pense qu'elle va aller vers le moindre. C'est vrai qu'on est aussi à la recherche, vu qu'il y a de plus en plus de contenu aussi sur les réseaux sociaux et même globalement un peu partout. On est à la recherche de cette authenticité-là aussi et de vrai et de brut. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens t'aiment autant et pour ce que tu renvoies aussi à la télévision, parce que tu as ce côté un peu nature peinture, authentique quand tu interagis avec les gens. Et je pense que ça, c'est certainement aussi quelque chose qui joue. Mais il y a une différence entre l'authenticité dans le lien. Et donc là, moi, j'ai aucun problème à être vraiment moi. Mais aujourd'hui, je vois que ça, c'est une pression, puisqu'on parle de pression de l'image. Moi, il y a beaucoup de reprises quand je fais quelque chose ou quand je dis quelque chose sur les réseaux sociaux. Et il y a des moments où je ne mesure pas forcément toutes les reprises qui vont être prises, même dans des magazines qui sont premium, où il y a des photos qui vont circuler. Donc, sur le moment, on est dans une espèce d'élan d'authenticité où c'est pas grave si on a une tête au carré. Mais dans un deuxième temps, hors du contexte, le lendemain, quand on a envie de véhiculer quelque chose avec plus d'assurance, on se rend compte que ces images ont vraiment véhiculé. Donc moi, j'ai l'impression que dans le lien d'être exactement la même à la télé ou dans la vie, d'arriver sur les réseaux à communiquer comme tel, mais dès qu'il s'agit de mon image, j'ai encore du mal aujourd'hui, parce que je sais que ça va rester, parce que je sais que ça va faire même des titres à me montrer brute dès le réveil. Mais du coup, est-ce que, tu vois, justement, cette partie où tu vas pouvoir avoir potentiellement des critiques ou des choses qui vont être pointées du doigt sur ton physique ou sur ton image, ça a un impact aussi sur la confiance que tu as en toi, que ça soit, parce que donc, tu disais quand tu es à l'écran, etc., forcément, il y a cette pression de l'image, mais elle est surtout après. Est-ce que ça a un impact sur la confiance en toi ? Est-ce que ça a évolué aussi depuis le début où tu fais de la télé ? Oui, ce qui évolue, c'est de vieillir. Et quelque part, mine de rien, déjà, c'est étonnant, mais quand on vieillit, moins on doit se maquiller, plus finalement, le nature paye, moi, je trouve. C'est-à-dire que je trouve qu'être fraîche à mon âge, c'est pas la même chose qu'être fraîche à votre âge. C'est-à-dire quelque part aujourd'hui, moi, si je me farde beaucoup, si j'ai les yeux beaucoup plus foncés, ma maquilleuse qui est là vous dira ça en disant, bah finalement, j'étais beaucoup moins maquillée en vieillissant qu'avant. Donc le privilège de l'âge aujourd'hui, c'est mine de rien de lâcher prise quand même. Et moi, je commence aujourd'hui à prendre un petit peu de recul sur les critiques que je peux avoir. C'est pas le cas tous les jours, mais je sais que quand je me montre vraiment naturelle, on va beaucoup me dire « vous avez l'air fatigué, attention, vous avez pris trop de soleil, vous avez des rides ceci », on me le dit beaucoup. En vieillissant, mine de rien, je le prends quand même beaucoup moins mal qu'à l'époque, mais je pense que c'est juste le privilège d'avoir été à l'antenne pendant très longtemps, donc je commence à avoir l'habitude des critiques sur le physique. Et après, il suffit d'un jour où on a un peu plus un genou à terre pour que tout d'un coup, ça vous heurte plus. Néanmoins, je trouve que je suis beaucoup mieux dans ma peau aujourd'hui que je l'étais quand j'ai commencé la télévision. Et quand je regarde d'ailleurs des images de l'époque, je m'aperçois à quel point je me planquais derrière des vêtements, je me planquais derrière un maquillage beaucoup trop fort. Je jouais un peu plus un personnage. Et donc tu le ressens que même dans l'image que toi tu voulais renvoyer, il y a eu une évolution au début jusqu'à maintenant. Bien sûr, mais je pense que c'est pas forcément ce qu'on me demandait. C'était moi, mon rapport à moi, de la femme que j'étais, qui se cherchait, qui avait 20 ans, qui avait des kilos en plus, qui avait une grande gueule, qui avait envie de percer dans ce métier-là. Donc peut-être que j'étais un peu trop tout et peut-être que je m'habillais. Il y a aussi une question de mode. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, parce que quand vous grandissez à la télé, parce que c'est vraiment ça, moi j'ai grandi et après vieilli à la télévision, on vous ressort des images d'il y a 25 ans. Quand vous les voyez, vous vous dites c'est pas ça possible. Reste, du coup, ça reste. Internet. Mais après, il faut se dire que c'était ancré quand même dans l'époque, dans l'instant. Donc c'était pas aussi... Il y avait quand même un contexte. Mais néanmoins, on se cherche en fait. Moi, c'est vrai, quand on regarde des photos de moi, il y a tous les styles, il y a toutes les coiffures, il y a toutes les silhouettes, il y a tous les genres. Voilà, sorti du contexte de l'époque, on peut être un peu plus sévère. Mais moi, après, au-delà de ce qu'on m'a renvoyé, moi, je me suis cherchée, mais comme n'importe quelle jeune femme de 20 ans n'a pas le même, ne se trouve pas autant qu'à 40, quoi.
Donc c'est aussi pour ça que les choses s'apaisent avec le temps. Mais du coup, c'est un peu la question qu'on se posait. Est-ce que ton exposition médiatique, elle t'a aidé à prendre confiance en toi ou au contraire, finalement, elle n'a pas tant joué que ça? Pas du tout. Ou au contraire, pas du tout. Ah non, l'exposition médiatique n'aide absolument pas à prendre confiance en soi. Enfin là, on parle de physique ou est-ce qu'on parle d'ensemble? On parle de physique d'abord. Alors, on parle de physique et après on Et parle après, on peut parler d'ensemble. Alors, on va commencer par l'ensemble. L'exposition médiatique, c'est pas ça qui fait prendre confiance en soi. En revanche, c'est l'adhésion des gens. C'est-à-dire que quand ça fait longtemps que vous êtes dans une émission, que les gens vous ont adopté, qui vous font partie de la famille. La télé, c'est particulier parce que vous rentrez vraiment chez les gens. Donc, il y a une vraie intimité, proximité. Moi, je suis à la télé, mais en fait, je suis dans votre canapé alors que vous êtes enceinte, que vous vous êtes engueulée avec votre mec, que vous êtes au chômage avec plein d'inquiétudes. Donc, je suis quand même invitée à la table du salon dans une intimité qui est assez forte. Donc, au bout, quand on passe 10 ans, 20 ans à prendre un café tous ensemble, mais c'est surtout pour parler de ça commence aujourd'hui, ça fait 10 ans maintenant, forcément, il y a une familiarité qui s'installe et j'ai la chance aujourd'hui que les gens me disent, vous êtes un peu la copine, la sœur, la cousine, donc vous faites partie de la famille. Donc ça donne confiance en soi, parce qu'on sait qu'on a l'amour en fait, plus que l'exposition. La notoriété donne pas du tout confiance en soi, même au contraire, elle vous fragilise beaucoup. Elle vous prive de beaucoup de choses aussi. Encore une fois, toute proportion gardée, je ne suis pas Beyoncé, mais il faut composer avec. En revanche, l'amour des gens, ce qu'ils vous rendent, les choses gentilles qu'on peut vous dire dans la rue, ça apaise, ça fait du bien, ça nourrit et ça donne confiance en soi parce qu'on se sent utile. Moi, j'ai fait pas mal d'émissions de divertissement et c'est vrai que ça commence aujourd'hui. J'ai l'impression de faire une émission qui fait du bien. Donc, on se sent utile et ça nous permet on va dire, de poser un peu les épaules et d'être fiers de ce qu'on fait. Voilà. Ça donne du sens aussi. Exactement, ça donne du sens, il y a du contenu, donc on sait que ce n'est pas une exposition qui est vaine et qu'on fait quelque chose de bien. Ça donne confiance en soi. En revanche, le physique, encore une fois, moi j'ai été très complexée et mal dans ma peau et j'ai eu 1000 scènes dans ma vie où on a eu de cesse de me dire que je ne rentrais pas dans les critères d'une animatrice télé. Aujourd'hui, les femmes, on les écoute plus, à l'époque, on les regardait plus. Et c'est vrai que moi, je faisais pas un 36, je ne rentrais pas dans ce qu'on appelle les protos. À l'époque, les normes étaient encore différentes. Les normes étaient super différentes. Je ne rentrais pas dans la case standard des bureaux de presse. Alors, pour les gens peut-être qui nous regardent, qui ne savent pas ce que c'est, mais moi, ce ne sont pas mes vêtements. J'ai une adorable styliste qui va dans des bureaux de presse, qui choisit des vêtements, et ce sont des tailles neutres. C'est une taille prototype, donc il n'y a pas taille 1, taille 2, taille 3, il y a un prototype d'un vêtement. Et elle la porte, et souvent, c'est des petites tailles. Et moi, à l'époque, je ne rentrais absolument pas dans ces prototypes. Donc, il fallait aller compléter chez Zara, chez des trucs pour essayer de trouver des choses qui adaptaient à mes formes. J'ai eu des stylistes. Encore aujourd'hui, c'est une très bonne amie, donc c'est une merveille. Mais j'ai eu des stylistes qui m'ont vraiment participé à me complexer en me disant que je ne rentrais dans absolument aucun vêtement, que je ne pouvais pas porter telle ou telle tenue à l'antenne parce que c'était pas possible. Je vous donne une scène. Un jour, je prépare une émission. J'essaye une tenue parce que souvent la tenue que vous voyez dans la vie ne rend pas la même chose que vous êtes que ça rend à l'antenne. Donc vous essayez une robe, je suis sur un gros plateau télé, j'ai pas de micro, je suis là au milieu et donc il y a le réalisateur, le responsable de la chaîne. C'est-à-dire que vous êtes vraiment scanné, vous êtes devant la caméra et vous attendez à ce qu'on vous dise si ça vous va ou pas. Donc là, tu n'étais pas en train d'enregistrer. Non, je suis pas en train d'enregistrer. On valide l'émission avant. Okay. Donc moi, j'arrive et on me dit... Voilà. Et les commentaires que font à ce moment-là toute cette équipe, ils me le font dans l'entièreté du studio. C'est-à-dire que tout le monde entend. C'est horrible. Et c'est, tu es sûr que tu assumes ces bras-là. Tu as regardé ce que ça fait à l'image, pardon, mais quand tu es debout, c'est quand même pas possible. Et donc, tout le monde s'autorise et se permet à me dire que le bustier, c'est pas possible, que j'ai passé l'âge de ça, que j'ai pas de jolies jambes, que j'ai pas de machin. Ça, c'est une scène que j'ai pas vécue qu'une fois. C'est-à-dire que, mine de rien, voilà... Alors, ça a vraiment changé aujourd'hui parce que le lien aux femmes a changé, parce que MeToo, parce qu'on fait très attention à ça. C'est plus permis de faire ça maintenant. C'est plus permis. Surtout mais en public, en tout cas, c'est... Oui, mais il y a certainement un huis clos aussi, à un moment donné, où en fait, il y a des choses qui se passent. Et en fait, ça sortira jamais parce que c'est... Ah oui, bien sûr. Dans le milieu, et du coup, on l'excuse peut-être plus facilement, ou on l'excusait peut-être plus facilement. Mais moi, des scènes, en effet, avec des stylistes qui disaient devant tout le monde, mais elle n'est pas possible à habiller, et puis parce que je rentrais pas dans le 38, parce que ça ne participe pas à vous sentir bien. Et puis, en effet, on place les caméras de telle manière en disant à voix haute, non, mais ça, c'est pas possible pour elle. Donc, quand vous êtes vous-même complexé, parce que vous êtes en gestation de la femme que vous êtes,
ça déstabilise beaucoup. Moi, il y a beaucoup de soirées, il y a beaucoup de lieux où je ne suis pas allée parce que les photographes, parce que je ne savais pas comment j'allais pouvoir m'habiller, parce que j'étais angoissée aussi de l'image que je pouvais renvoyer. Enfin, oui, de la manière dont je devais mettre en valeur mon corps, dont je devais m'habiller. Je ne savais pas comment m'habiller parce qu'on me donnait on me mettait beaucoup de doutes sur ce qui m'allait ou ce qui ne m'allait pas. J'ai le souvenir d'une émission où vraiment on était en direct à 8h30. La directrice des programmes à l'époque vient me voir et puis elle regarde la robe et elle dit « Non mais c'est pas possible ». Puis elle se retourne vers les équipes et elle dit « Je vous l'avais dit, Faustine, c'est impossible à l'habiller, on s'y prend pas au dernier moment ». Et moi, je suis à 2 heures d'un énorme direct où il va y avoir des millions de gens devant. Donc j'ai les larmes qui commencent à me monter aux yeux parce qu'il faut arriver devant 4 millions de personnes et être sûr de soi en fait. C'est-à-dire que le physique, le maquillage, puisqu'on parle de beauté, participe à ce que je sois bonne dans mon métier. C'est pas que juste de l'artificiel. Voilà, il faut ça te permet de te donner confiance aussi. Ça me donne et confiance. de J'arrive, il faut se sentir un peu queen quand même pour prendre la parole devant autant de gens. Et elle m'a dit c'est pas possible. Et elle m'a emmenée dans les. Il y avait une énorme loge avec tous les stylismes, même des candidats. Et elle cherchait des robes, elle était en mode Prada. Ça fait un petit peu de ça. Il y avait un petit peu de ça. Alors, encore une fois, je n'ai pas connu que ça. Et donc je mais ça fait partie de ton parcours aussi. Ça fait partie de mon parcours. Il faut avoir le cœur quand même vachement accroché parce que je pense qu'on ait confiance en soi ou pas, quand on se prend des remarques comme ça à 8h30, c'est sûr. Avant son café. C'était pas, ça n'a pas toujours été évident. Encore une fois, toute proportion gardée. Mais puisqu'on parle de physique ou de rapport à l'image, il a été très questionné, il a été très compliqué avant de trouver après mon style et voilà, à l'imposer. Mais encore une fois, quand on commence la télé, j'avais 18-19 ans. J'ai l'impression d'avoir commencé à trouver un peu qui j'étais physiquement et la coiffure, tout ça, plutôt vers 35-37. Donc, il y a eu pas mal d'errances. Pas d'errance médicale, il y a eu d'errance physique. Mais ça, c'est quelque chose que tu... C'est possible en parallèle de tous ces make-up artistes, de tous ces stylistes, etc., de découvrir toi ce que t'aimes aussi, ta routine skincare, ta routine make-up que tu aimes bien, comment t'aimes bien porter tes cheveux, comment t'aimes bien les coiffer, même le style vestimentaire que t'aimes bien porter toi. Alors, je rends hommage à mes équipes, c'est-à-dire qu'à un moment... ma styliste, Aurore, quand elle est arrivée dans ma vie, je me cherchais et je pense que j'avais une direction qui était un peu... À l'époque, on portait beaucoup un peu de petits froufrous, Claudie Pierlot, Cézanne, tout ça. Et je faisais un peu Marie-Chantal et ça m'allait pas très bien. Et en fait, le travail, je pense, des gens qui entourent des gens comme moi qui font de l'image, c'est de trouver ensemble quelque chose qui nous va. Et on a vraiment travaillé, non pas comme quelqu'un elle m'a pas obligée à porter des choses à la mode. On a créé ensemble mon style. Et après, c'est un travail de confiance et d'échange. Elle me pousse vers une certaine modernité. Elle m'a sorti un peu de ma zone qui me rassurait. Et on s'est trouvés, mais ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Donc, il faut du temps. Donc oui, j'ai aujourd'hui des goûts qui ont été affirmés, mais j'ai la chance d'avoir eu des professionnels qui m'ont aidé à le façonner pour ce qui me va, pour m'aider à savoir ce qui me va, ce qui me va pas, ce qui me met en valeur ou pas. Ça, c'est un privilège, pour le coup, un vrai privilège des gens qui travaillent aussi dans l'image. Mais dans ta vie personnelle, est-ce que c'est aussi le cas, effectivement, comme disait Anaïs tout à l'heure, où peut-être tu as envie de trouver ton style, etc., ce que tu as fait en collaboration aussi avec tes équipes. Mais est-ce que dans ta vie personnelle et dans ton travail, qui est peut-être un peu plus dans l'ombre, typiquement, tu vois, on s'est vu lundi pour faire un call en visio, etc., et il y a typiquement 80% des femmes qui font des efforts particuliers pour, physiquement en tout cas, pour s'apprêter, pour se maquiller au travail dans leur vie quotidienne. Est-ce que toi, c'est aussi quelque chose que tu fais dans ta vie, tu vois, en dehors d'être à l'antenne, en fait? Dans ma vie normale, c'est terrible parce qu'en effet, comme je suis maquillée et coiffée toute la journée, je revendique mon droit à rien faire. Nature peinture. Le week-end, alors quand je suis à la radio, non, parce que je suis filmée, donc je suis obligée de et puis je suis coquette et tout. J'adore me maquiller. Donc je me maquillerai toujours un peu parce que ça m'amuse. J'adore les produits de maquillage, j'adore même les packaging des produits de maquillage, c'est ma passion. Donc j'adore les glosses comme il y a dans ma box. Donc ça, j'adore. En revanche, le week-end, mais c'est pull, jean, basket. Faut me laisser tranquille. Ah ouais, j'ai un peu je pense que je suis hyper girl next door et moi je suis bien en basket, en jean. J'ai du mal à me percher sur des talons. Donc il y a un peu vous savez, quand je fais Ça commence aujourd'hui, on fait parfois 8 émissions en 2 jours. Donc c'est X tenues, c'est X essayages, c'est X pantalons différents et coiffures différentes. Le samedi, on n'a qu'une envie, c'est de faire le kiki sur la tête et un peu de gloss et un bon pull et on est tranquille, quoi. Donc,
j'avoue que c'est pour ça que c'est peut-être un peu différent d'une personne, encore une fois, qui n'est pas apprêtée ou qui n'a pas de la chance d'avoir des gens qui s'occupent d'elle. C'est que moi, je revendique mon droit à rien foutre. Tu nous disais à l'instant que tu faisais parfois jusqu'à 8 émissions par jour. Sur 2 jours. 4 par jour, quand même. Jour. C'est un rythme qui est effréné, qui est hyper intense, qui est couplé du coup aussi avec une très forte exposition médiatique, évidemment. Comment tu arrives à trouver l'équilibre entre cette vie un peu à 100 à l'heure? Tu nous as dit aussi que tu avais 2 enfants. Comment tu fais? Comment on fait pour réussir à trouver cet équilibre? Son équilibre, celui qui nous fait du bien. Ah, son équilibre. On va se le dire, il y a des jours, j'y arrive pas, en fait. Il y a une discipline de vie que je trouve hyper important. C'est-à-dire qu'il y a des rituels que j'essaie d'être immuable. Par exemple, souvent, le mercredi. Souvent, le mercredi, je travaille pas pour pouvoir être avec mes enfants. J'essaie, mais des choses qui ne bougent pas. J'ai la chance d'avoir un métier avec des rendez-vous qui sont quand même un peu fixes, et donc j'essaie de me donner des rendez-vous avec moi-même pour me dire ça, là, non. Pendant ces 3 heures-là, c'est un temps de ressources. Je dis pas que j'y arrive à chaque fois. Il y a des périodes de l'année très compliquées. Entre septembre et décembre, c'est là où tous les tournages se font. Autoroute. Donc là, en général, j'appartiens un petit peu à mon métier et je finis par en souffrir. Mais après, dans le reste du temps, mon équilibre de vie, c'est d'être à la fois comme tout le monde, être à la fois femme, être à la fois professionnelle, être à la fois maman et petite amie ou compagne. Donc, il faut réussir à équilibrer tout ça. La discipline de vie, c'est-à-dire que j'essaye d'être pleinement dans ce que je fais, mais quand j'en sors, j'en sors. C'est-à-dire que, par exemple, ça commence aujourd'hui. Quand vous faites 4 émissions, en effet, je ne peux pas rentrer le soir et avoir sur mes épaules les bagages de tout ce qu'on a pu me raconter. Donc, en général, quand j'arrive sur le plateau, je suis en infinie communion avec les invités. Mais j'essaye, quand j'en sors, de couper. Ça passe parfois par un moment de légèreté, justement, avec mes équipes, où je vais rigoler, où je vais dédramatiser, où j'essaye justement de me dire, de revenir dans ma vie et de me dire que ça n'est pas la mienne. C'est-à-dire, je ne peux pas rester en contact avec tout le monde pour savoir s'il y a eu le résultat de cet examen médical, si cette fille va marcher, si ce truc... Non, ça, j'essaye vraiment de me dire, ça a été un moment très fort, mais je passe à autre chose. Pareil, quand je fais de la radio, c'est important. Pour que je puisse, dans les moments que j'ai à moi, essayer de me ressourcer et pouvoir me consacrer à mes copines, à mes enfants. Voilà. Ce qui est important, c'est de ne pas diluer et que ça reste un travail. Moi, j'arrête pas de me dire, c'est un travail, c'est pas ma vie. Il faut que je garde du temps pour ma vie. Mais s'il y a des jours, on n'y arrive absolument pas. J'essaie de revenir dans le corps aussi. On parlait d'équilibre. Moi, je suis quelqu'un qui intellectualise beaucoup. J'ai une amie qui fait du pilates, dont je suis très proche, qui me conseille en permanence souvent, elle me dit, au fait, là, stop, tu vas marcher. Tu mets tes baskets et tu vas marcher. Donc, j'essaie de marcher pour me réancrer dans mon corps, voilà, et moins dans mon cœur ou dans ma tête. Donc, c'est vraiment une histoire de discipline. Moi, j'essaie de déjeuner à heure fixe. J'essaie de mettre un cadre pour pouvoir bien cloisonner et garder du temps pour tout. C'est un élément de réponse. C'est des choses qu'on entend beaucoup, ce côté rituel, justement, pour pouvoir se rééquilibrer. On en a parlé dans l'épisode avec Womanizer. Ouais. Et c'est vrai que ce côté rituel pour se réancrer... Pause du midi, on va marcher un petit peu. On prend 15 minutes, 20 minutes pour marcher, pour aller à l'air libre, pour pouvoir prendre soin de soi. Pour souffler. Parce que c'est vrai qu'en tant que femme aussi, c'est... Là, on le voit avec ta vie qui est effectivement à 100 à l'heure, où tu as beaucoup de choses à faire et des rôles aussi différents en tant que femme. C'est compliqué de trouver du temps pour prendre soin de soi et de se réaligner avec soi-même. Et c'est vrai que parfois, il y a aussi peut-être des moments où tu as peut-être juste besoin de souffler, tu vois, où tu peux avoir des jours sans, comme on peut appeler ça comme ça. Carrément, et tu vois, dans ces moments-là, comment tu gères ces jours-là? Est-ce que même si, par exemple, tu n'as pas du tout envie... et encore une fois, c'est pas forcément corrélé à l'état de bonheur, mais d'être apprêté parce que tu as passé une mauvaise journée ou quoi qu'est-ce, peu importe. Comment tu vis ces situations-là? Quand je suis obligée d'aller travailler alors que je suis down? Oui, par exemple. C'est un travail, c'est ce que tu disais aussi. Non? Alors, c'est un travail, mais en fait, ce qui est dur, c'est de m'extraire de ma bulle. Mais quand j'arrive quelque part, moi, j'ai de la chance d'être hyper portée par l'énergie. Encore une fois, je rends hommage à mes équipes. C'est-à-dire que j'arrive, je suis un peu défaite, j'ai eu des contrariétés où j'ai mal dormi. J'ai la chance de passer par ce sas un petit peu où je mets ma carapace de personne un peu plus publique. J'aime pas parler comme ça. Encore une fois, je suis pas Beyoncé, mais où je sais que je vais avoir des regards sur moi. Et après, je sais que mon travail, c'est donner de l'énergie aux gens. Et moi, je leur puise leur énergie. C'est-à-dire que moi, quand ça commence aujourd'hui,
J'adore les gens, j'adore mes invités. Je suis souvent bluffée, épatée, émue. Et quand je vois à quel point ils sont heureux de venir me parler, c'est hyper premier degré. Mais en fait, moi, je leur pique cette énergie aussi, quoi. Tu le ressens que tu leur puises un peu l'énergie. Mais je puise l'énergie, je puise l'énergie de mes équipes, je puise les énergies de les vôtres, en fait. Mais oui, c'est vrai, parce que c'est important, parce que vous avez préparé les choses, parce que vous me mettez en lumière, c'est valorisant. Donc, quelque part, si j'étais roulée en boule ce matin, c'est du respect de se dire, mais là, en fait, je suis là pour donner. Et deux, encore une fois, je puise autant en vous que vous allez puiser en moi. C'est ce que j'allais dire, parce que nous, là, on est aussi de l'autre côté. Ouais. Et aujourd'hui, tu es peut-être aussi à la place un petit peu de tes invités. Ouais. Et nous, on puise aussi ton énergie aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, en fait, tout ça est un cercle vertueux. Ouais. Donc, quand on est plombé, le plus dur, c'est de sortir de chez soi, je trouve. Ouais. Et après, une fois mais comme tout le monde, quand on est embarqué dans la journée, on est embarqué. On est un peu... Évidemment, à différentes échelles, mais tu vois, ça nous arrive aussi, nous, le matin, quand on sort de chez nous, on n'a pas du tout envie d'aller travailler. Et quand on arrive au bureau, on se retrouve... Il y a les interactions, avec, tu viens de le dire. Avec les collègues, les copines, tout ça, on retrouve... Se confier, on peut... C'est vrai important. Que quand on traitait un peu de cet épisode en interne chez Blissim, il y a la notion de maquillage de courtoisie qui est ressortie. Ah, c'est quoi ? Justement, c'est un peu cette notion de... Tu t'apprêtes et tu te maquilles par respect envers les autres. D'accord. Et c'est vrai que c'est assez... c'est hyper intéressant comme question. Genre, même si t'es down, en fait, tu fais quand même un petit peu un effort pour les autres, mais même pour les autres. Toi. Et même oui, pour c'est toi. Ça, moi, quand je suis vraiment down, le côté me maquiller un peu, prendre soin de moi, faire un masque, faire un truc comme ça me fait du bien à moi parce que je me dis, je suis pas à l'abandon total et j'essaie de me pimper un peu, quoi. Il y a rien qui fait le plus de bien. Alors là, je parlais d'un cas où moi, j'avais envie d'être un peu à l'abandon, mais il y a rien qui fait le plus de bien quand on n'est pas bien, c'est d'avoir réussi justement à sortir une tenue un peu lookée, un truc où on va être porté par une fantaisie, par une féminité et qui finalement va vous embarquer vers quelque chose de plus positif ou de mettre un pull hyper coloré ou de mettre un truc. Donc, il faut voilà, ça n'est pas, encore une fois, pour moi, la beauté, le skincare, le maquillage, ça n'est pas de l'artificiel, ça n'est pas du superficiel, c'est entièrement lié au bien-être, dans une démarche vraiment holistique, quoi. Ouais. Je me maquille, je prends soin de moi, en fait. Je me mets une crème le soir, je me fais du bien et je me dis quelque chose de l'intérêt que je me porte aussi, quoi. C'est un peu ça qu'on essaie de véhiculer aussi auprès de nos abonnés. On a une belle communauté chez Blissim avec plein de personnes qui nous suivent, qui vont chercher aussi un petit peu des conseils et qui nous posent plein de questions. Et c'est vrai que dans les contenus même qu'on produit et les échanges qu'on a avec elles, c'est ce qu'on essaye de leur dire. En fait... prenez ce temps pour vous, pas parce que c'est le dernier produit à la mode et qu'il faut à tout prix l'essayer, mais au contraire, appliquez ce masque ou appliquez ce rouge à lèvres parce que ça vous fait du bien et que en fait, ça va peut-être vous donner ce petit coup de pouce que vous avez besoin pour affronter la journée et pour aller de l'avant, quoi. Mais personne n'est jamais allé chez Sephora quand ça va pas. Si, je pense beaucoup. Sephora, on ne sait absolument pas ce qu'on va acheter, mais on va aller tester ce rouge à lèvres, ce truc. On va peut-être acheter ce fond de teint qui va gommer le teint un peu gris qu'on a à une période de l'année. Et on sort de là et en fait, on se fait du bien. C'est des achats de bien-être pur, en fait. Ouais. Et ça peut marcher, en vrai. Ça marche, mais je pense que c'est quand même important de dire que c'est aussi OK de justement pas du tout être tu vois, dans ce côté un peu de maquillage, de courtoisie, etc. Et que... parce que par exemple, on t'en parlera après, mais on a eu quelques petites questions de la communauté. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de personnes qui justement n'aiment pas forcément s'apprêter, se maquiller, etc. Et qui se sentent bien avec elles-mêmes dans d'autres circonstances. Et donc aussi de dire que c'est OK et que c'est pas... Non, bien sûr, mais... c'est pas une injonction de prendre soin de soi, mais ça fait partie dans la boîte à outils pour certaines personnes. Moi, il y a des jours où je n'y arriverai pas et ce qui me fera du bien, c'est de me laisser justement au naturel. Totalement. Mais il y a des jours où ça va être le petit truc qui pétille et on peut se laisser au naturel et mine de rien mettre un parfum, en fait. Un truc. C'est juste que ça fait partie des petites pistes qu'on a pour se sentir mieux. Mais évidemment que c'est OK d'être brute. Et on est souvent très beau, très joli aussi quand on est sans maquillage, avec, encore une fois, mon fameux kiki sur la tête, le fameux chignon sorti de douche sans maquillage, avec un bon jean et un t-shirt blanc. Les filles, elles sont canons, hein.
Ouais. Du coup, comme te disait Clémence, on a reçu beaucoup de questions de la part de notre communauté. On a une sorte de blog où on a du coup plus de 30 000 personnes aujourd'hui avec lesquelles on interagit et à qui on donne aussi souvent la parole. Ouais. Et on leur a proposé de nous poser des questions, ou plutôt de te poser des questions. On n'a pas spoilé, on n'a pas dit que c'était toi qu'on recevait aujourd'hui. D'accord. On a parlé peut-être de l'animatrice préférée des Français, donc on a peut-être un petit peu donné... On a un peu fait du teasing. On a un peu teasé quand même, mais du coup on leur a donné la parole et tu as été leur poser une question en particulier. Oui, on a déjà parlé des critiques tout à l'heure, donc on va pas revenir dessus, on a un petit peu discuté. Donc il y avait une question dont on a commencé à parler tout à l'heure, qui était sur l'âge, entre guillemets, qui était comment vivre le fait de vieillir dans un métier où l'image est centrale, justement surtout pour les femmes, dans un contexte qui est encore très marqué par le jeunisme. Je trouve personnellement que, par exemple, au niveau des animatrices, en tout cas de mon point de vue, je le ressens moins, ce côté peut-être hyper axé sur le jeunisme. Mais effectivement, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tu as peut-être dû voir aussi l'évolution. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont mises en avant, et chez les marques, et un peu partout. Comment toi, tu le ressens dans ton métier ? Je pense que la télé est quand même arrivée dans une ère où le jeunisme, en tout cas... j'ai l'impression que les choses quand même s'améliorent. Déjà parce que la télé est un métier vieillissant et on aura toujours besoin d'avoir quelqu'un qui a vieilli avec nous. Moi, ça fait des années qu'on me dit attention, il y a toute une génération de youtubeuses qui va arriver, qui sont formidables d'ailleurs, je les interviewe régulièrement et qui sont super. Je pense que la télé aura toujours besoin de visages qui lui ressemblent. Je pense que c'est la pression qu'on se met soi, déjà. À partir du moment où on lâche prise, aujourd'hui, il y a quand même plein d'animatrices qui sont... regardez Karine Le Marchand, qui est superbe, qui a plus de 50 ans. Il y a plein d'animatrices aujourd'hui qui ont entre 50, 60 ans. Il y en a en effet des plus jeunes. Mais il y en a finalement peut-être plus de notre génération que de la génération 20-30. Donc je ne vis pas, en tout cas moi, on ne met pas du tout la pression là-dessus. Je me sens pas obligée de faire ni de la chirurgie esthétique, ni des choses pour avoir l'air plus jeune. Après, c'est à moi aussi d'accepter que quand on est filmé en HD, bah oui, aujourd'hui, on voit forcément plus de défauts. Mais à partir du moment où on décide d'embrasser ça et de pas aller contre, je pense que c'est là où ça sera le plus accepté. Si vous l'acceptez, ça se verra. Moi, avant, je donnais pas mon âge. C'était un grand joke avec mes enfants. Je me rajeunissais. Maintenant, au contraire, je le revendique parce qu'il y a l'expérience qui va avec, parce que le lien avec les gens qui m'ont connue plus jeune. Donc voilà, faut juste pas lutter contre. Et à partir de ça, je pense que c'est aussi hyper rassurant d'avoir une femme qui vieillit comme vous, en fait, ou un homme qui vieillit comme vous. Moi, mes téléspectateurs, j'ai mes téléspectatrices, c'est pas ça, mais les filles qui regardent les femmes ou les hommes qui regardent Ça commence aujourd'hui, ils m'ont connue il y a 10 ans. Puis moi, on m'a connue enceinte, en plus, dans Le Meilleur Pâtissier à l'époque. Donc, je trouve ça très rassurant et je pense que ça les rassure de se dire, en fait, elle est comme nous, elle vieillit, et ça leur plairait pas du tout, je pense, que justement, je joue la carte du jeunisme. Donc, je pense qu'à la télévision, peut-être que dans la vie globale, nous, on a toujours aujourd'hui cette injonction de jeunisme, nous, les femmes, et dans la télévision, je n'ai pas cette pression-là, on ne me le dit pas. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce que je vois de la télévision laisse largement la place à des femmes de ma génération, voire plus. Donc, pour le coup, la télé, je pense, prend une bonne direction. Parce que tu parlais des youtubeurs tout à l'heure, mais justement, avec ton arrivée sur YouTube, avec le concept de Safe Zone, est-ce que tu as ressenti justement cette chose-là avec des commentaires que tu as pu recevoir ou effectivement, c'est peut-être une audience différente au vu aussi des invités que tu peux recevoir sur Safe Zone ? Non, parce que ce qui a plu dans Safe Zone, c'est justement le mélange des générations aussi. Ils me considèrent comme une vieille, ils arrivent. Pour eux, la télévision, c'est un truc qu'ils n'ont même pas regardé, ils se souviennent même. parfois, je leur dis Nikos Aliagas, il fera bon qui ? Enfin, c'est dingue. C'est vrai. Ils sont complètement. Non, pas Nikos, Je connais des gens. Non, pas Nikos, peut-être pas Nikos, mais je connais quand même des gens qui sont aujourd'hui, les youtubeurs, il y en a plein qui sont complètement déconnectés de la télévision. Et j'ai pas le sentiment. C'est vraiment. Le jeunisme, je réalise en vous parlant que c'est assez positif. Autant la silhouette, le physique, je veux bien, mais le jeunisme, je n'ai pas l'impression d'en souffrir. C'est peut-être moi qui me l'impose. Tant mieux, hein. C'est-à-dire que peut-être que moi, par exemple, je me dis, en télévision, forcément, il y aura une jeune femme plus fraîche. Factuellement jeune. Oui, plus jeune, voilà. Peut-être qu'un jour, moi, il y aura juste une jeune femme qui prendra ma place, mais peut-être que moi, je m'en inquiète, mais en aucun cas, j'ai l'impression de le recevoir de l'extérieur. Okay. Moi, je me dis souvent, j'ai 47 ans, je me dis souvent, il me reste 10 ans de télé. Et il y a des gens qui me disent, mais non, pourquoi pas, il y aura plus tard. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura quelqu'un à un moment qu'on aura envie de voir plus frais. Mais en vrai, tous les animateurs, aujourd'hui, entre 40, 50, 60, il n'y a aucun problème. Mais tu vois, moi, je me pose la question en tant que téléspectatrice, pour le coup.
j'ai pas l'impression que je prête de l'importance à ça. Quand je regarde une Non, émission je suis de d'accord. télé, Je pense que la télé, je c'est me dis différent, pas, ouais. je me demande quel âge elle a, ou est-ce que son âge joue un rôle sur ma perception que j'ai de cette personne-là et de cette animatrice-là, ou même de cet animateur, parce que finalement, c'est aussi c'est un pareil sujet pour les mecs, je assez suis d'accord. universel. Moins, parce qu'il y a moins l'aspect Un peu physique, moins. mais j'entends. Mais j'ai pas l'impression... En fait, ton âge ou l'âge de n'importe quel animateur ou animatrice n'a pas d'impact, n'a pas d'impact sur le sujet de l'émission ou le sujet. Donc finalement, si ça a été à un moment donné une injonction, tant mieux si on arrive à s'en libérer, parce que pour le coup, ça apporte finalement pas grand-chose. Il n'y a pas tellement, tu verras, on regarde des animatrices qui ont été écartées pour quelqu'un de plus jeune. Ça, je pense que c'est aussi un ancien temps. En tout cas, moi, je ne l'en souffre pas. Donc, on a une deuxième question de la communauté qui est: qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre quand on devient une personne publique que le grand public ne soupçonne pas? Là, on pose une colle. Non, clairement. Mais en fait, c'est terrible parce que c'est hyper compliqué. On a plein de privilèges quand on est une personne publique. Clairement, hein. Moi, j'ai pas de problème pour trouver une table dans un restaurant où, en effet, j'ai la chance de faire des super belles collabs avec des gens qui me proposent des magnifiques projets. Donc, il y a plein de privilèges. Donc, je veux pas donner l'impression de cracher dans la soupe où on se dit « Ah, pauvre petite fille privilégiée ». Donc, une fois que ça, c'est dit, la notoriété est une privation de liberté. C'est-à-dire que, en fait, faut être habitué à être regardé où que vous soyez. Et donc, être commenté les lieux où vous êtes. Et il y a des lieux où vous savez que ça va sortir que vous étiez là. Ça limite quand même, je trouve, des choses. Et c'est... en effet, par exemple, je n'ai pas le loisir de pouvoir être, j'allais dire, un peu à l'abandon dans la rue ou dans le resto, où je dis une connerie, ou je dis n'importe quoi. D'être bourré, de m'engueuler avec quelqu'un, d'aller dans tel endroit parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde et que du coup, je ne m'appartiendrai pas tellement. Comme tu disais, sortir avec ton kiki sur la tête, sur la c'est tête, pas forcément... les photographes, évidemment, les paparazzis, c'est pas évident à gérer. L'exposition de sa vie privée. Donc, il y a quand même... C'est assez limitant. C'est un sujet. En fait, c'est un sujet. C'est, t'as peut-être pas envie d'aller là parce qu'à cette heure-là, c'est un peu... Voilà, c'est un sujet. Surtout quand on essaye, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir sa bulle. En fait, tu vois, d'avoir ton travail où, en fait, tu es à fond dans ton travail au moment où tu es dans ton travail et où, en fait, tu as envie de pouvoir couper ça. Oui, et je suis un peu prise en otage. Et pardon, je rebondis, mais je suis un peu prise en otage. C'est très juste ce que tu viens de dire. C'est que moi, les gens, ils sont charmants avec moi, hyper gentils. Quand les gens viennent me dire en disant, ça vous prend 1 seconde. Tu dis, oui, je sais. Mais là, je suis en train de faire le marché avec ma fille. Et en fait, c'est 1 seconde. C'est pas ça. C'est qu'évidemment, je le fais. Ça me fait plaisir. Mais c'est 1 minute plus 1 minute plus 1 minute. Et les gens me disent, je vous dis ça 1 seconde. J'entends. Et les gens, et c'est horrible parce que les gens sont hyper gentils avec moi. Donc, je refuserai jamais quoi que ce soit. Mais il y a des moments où je me dis, ça a été un peu pollué par un truc où moi j'avais envie vraiment de m'appartenir. J'ai une connerie. Moi, les boutiques, j'adore faire les boutiques. Je suis hyper shopping, j'adore les fringues. Aujourd'hui, je sais quand je vais dans une boutique, j'attire forcément plus l'attention. Donc on va me parler, les gens vont me parler évidemment de mes émissions, les gens vont me raconter après peut-être leurs trucs personnels. Moi, j'ai des moments où j'ai juste envie d'aller dans une boutique et qu'on me fiche la paix dans la boutique où je puisse passer 3/4 d'heure à faire mon shopping. Encore une fois, ce sont des problèmes de gens très privilégiés. Non, mais tu vois, je pense que les gens le comprennent maintenant parce qu'il y a eu tellement de choses. En fait. C'est ça, il y a eu tellement de choses sur les réseaux où on a pu voir que ce soit des personnalités publiques, où il y a eu des débordements. Et à l'époque, c'était encore pire. Enfin, tu vois, quand on regarde les reportages des chanteurs à l'époque, par exemple, où tu avais énormément de monde autour d'eux, etc. Donc, je pense que les gens comprennent aussi maintenant que les personnalités publiques ont besoin de liberté aussi. Et donc, je trouve ça pas du tout déplacé ce que tu dis. Enfin, c'est totalement compréhensible. C'est juste qu'il faut s'imaginer que ça n'est pas... Encore une fois, je suis pas Madonna, on passe à Beyoncé, on passe Madonna, mais il faut imaginer que c'est permanent. C'est-à-dire que si tu vas à la pharmacie, tu donnes ton ordonnance. Et ben la personne, elle se dit « Ah putain, Faustine Bollard, elle a des problèmes de constipation. » Pardon, je sais pas si je cite ça comme exemple. Mais comme n'importe quoi, en fait. Elle saura ce qu'a mon enfant, elle saura ce que moi, elle regarde. Et puis, par ailleurs, elle dira peut-être à celle d'après « Ah, mais moi, je l'ai servi. » Machin. Donc, et en fait, c'est ça dans tous les lieux. On va à la piscine... Avec ma fille, je vois bien qu'il y a des gens qui disent à côté en fait, on vient me voir, on me dit vous êtes pas si grosse. Alors moi, à chaque fois, je dis je sais pas comment je le prends. C'est hyper gentil, mais je sais pas comment je le prends. Ou voilà. Mais encore une fois, au restaurant, mon mari m'a dit vous avez quel âge? Elle dit je vous pensais beaucoup plus vieille. Encore une fois, ce sont des interactions qui sont sympas, ou des gens qui sont gentils, ou des gens qui viennent juste me raconter la maladie de leur conjoint.
En Parce fait, ils ont l'impression de vous connaître. Mais aussi. moi, en fait, ça me touche, ça m'émeut. Mais quand je dis que c'est une privation, c'est juste l'accumulation d'interactions qui fait qu'à la fin de la journée, vous ne vous êtes pas totalement appartenu tout le temps. Mais encore une fois, c'est personne, et ça je tiens à ce que qu'on le dise dans ce podcast, personne ne m'a obligée à me mettre devant une caméra. C'est mon choix. Oui. Donc je ne vais pas me plaindre, c'est mon travail, c'est mon choix et ça m'apporte énormément de choses. Maintenant, si on me pose la question, est-ce qu'il y a des choses un peu compliquées ? Oui, il y a ça. Et tu vois, tout à l'heure, tu as dit bulle. Quand tu as dit parfois on a besoin de sa bulle, oui, je pense que tout le monde nous regarde, moi y compris, on a parfois besoin de se recroqueviller et d'être un petit peu dans sa bulle et que tout le monde a le droit de ça. Moi, je peux l'avoir, mais c'est compliqué en extérieur. Une bulle totale, c'est compliqué en extérieur. Et puis c'est vrai que ça correspond pas mal, ce terme, parce que même quand on regarde les émissions que tu peux animer ou qu'on les écoute, ça nous met aussi dans une bulle... que ça soit d'émotion ou de... Donc, je trouve que c'est très pertinent. Ça marche très bien. Ça marche, C'est vrai que ça marche très, très bien. Donc, j'avais une dernière question de la communauté dont on a rapidement parlé tout à l'heure, mais que je trouvais hyper intéressante, qui est donc dans ton métier, est-ce que tu as toujours le choix de ton image ? Tu vois, tu disais tout à l'heure que tu étais accompagnée de ton équipe, etc., mais que tu avais pu avoir dans le passé des remarques, ou en tout cas, sur ta tenue, ton maquillage, ta coiffure. Est-ce que parfois ça t'est imposé ? Ou est-ce que c'est difficile de dire non ? Puis maintenant, mais parce que j'ai la chance, encore une fois, de faire ce métier depuis longtemps. Et donc, aujourd'hui, je pourrais dire que je n'ai pas envie de ça ou que ça ne me plaît pas. Mais bon, ça passe toujours par un peu de rébellion. Il y a toujours des tenues, par exemple, de gros prime. Elles doivent être validées, les tenues, notamment. La silhouette, le style, tout doit être validé, et puis par pas mal de gens. Et en fait, la difficulté de notre métier, mais ça, c'est un peu une coulisse qui est vraiment propre à mon métier, c'est qu'il faut que les tenues aillent avec les contenus. C'est-à-dire que... Et les cibles de gens. Par exemple, dans la boîte à secrets, on est regardé parfois par des seniors le vendredi soir. Et donc, je ne pourrais pas me permettre d'être ultra lookée, ultra audacieuse, parce que ça pourrait agresser un peu la personne. Quand je fais évidemment ça, comme aujourd'hui, je ne vais pas me mettre un t-shirt avec écrit « Vive Paname », alors que la personne me raconte son agression dans la rue, quoi. Ouais. Donc, il faut que j'adapte les vêtements un peu à ce que je vais vouloir véhiculer, de douceur, d'accompagnement, de rondeur, et aussi pour mettre à l'aise la personne en face de moi. Si j'ai 15 personnes qui arrivent, moi je regarde comment les gens sont habillés en plateau, si je vois qu'ils sont tous en basket, en mode dégaine, je vais pas arriver avec des stilettos hyper apprêtés. Donc c'est plus une histoire de ce que les vêtements et ce que le physique peut véhiculer. Par contre, on m'a toujours dit, faut pas être trop... On m'a toujours dit toute ma vie que ce qui était bien chez moi, c'est que j'étais ni trop jolie, ni trop moche, et que j'étais pile dans la moyenne. Okay. Donc, c'est-à-dire comment tu prends ça ? Vas-y, tu le prends comment toi En fait, c'est-à-dire que moi, je suis... on m'a toujours dit, t'es mignonne, donc tu n'es pas voleuse de mari. Ça veut dire que tu ne fais pas partie des mannequins où on va se dire « c'est bon, mon mari, il regarde elle, on sait pourquoi. Ouais. » Et en même temps, t'es pas moche, donc les filles, elles vont vouloir te ressembler. Mais c'est ce qu'on m'a dit toute ma vie, hein. C'est pas moi qui me le dis ça. Mais on m'a toujours dit, c'est parfait. Et par exemple, quand j'avais perdu du poids, je suis toujours un peu le vieux, mais quand j'avais perdu du poids, j'ai le souvenir de quelqu'un qui m'a dit « Attention, tu vas finir par agresser les gens qui te regardent, parce que ça fait vraiment... qu'est-ce qui lui est arrivé ? Enfin, juste, ça peut faire... ça peut poser question. Ça peut poser question. Non, puis ça peut... on l'envie parce que peut-être nous, on n'y arrive pas. Ou tout d'un coup, c'est bon, elle se la pète. Ou je peux plus porter ses vêtements. Ou moi, je m'habillerai pas comme ça. Donc, c'est... Oui, le physique... ouais. On devient un peu objet de comparaison, finalement, aussi. À chaque fois qu'on se montre, à chaque fois qu'on est devant la caméra, on devient... Enfin... contrainte ou forcée, finalement, les gens vont automatiquement se comparer, les gens vont se projeter. Mais c'est aussi du respect et de la délicatesse de le prendre en compte. Après, oui, je vais pas commencer à me dire je maigris pas et je reste potelée parce que du coup, les filles, elles vont se dire elle est comme moi ou pas. Oui, non, bien sûr, il faut que tu sois bien dans ta peau. Voilà. Mais c'est un sujet. C'est un sujet. Il faut... voilà. Mais après, c'est ce que je suis, encore une fois... j'ai l'impression d'être exactement celle qui regarde l'émission, donc je suis très sensible à ce qu'on me dit. Mais en effet, le physique, les fringues, c'est pas anecdotique dans mon métier. Ok, donc tu te sens quand même libre de pouvoir dire non si t'es pas d'accord avec ton image. Au grand désespoir de Aurore, encore une fois. Voilà, mais on pourra me dire oui, enfin non, c'est moi aujourd'hui qui, avec mon vécu et mon expérience, sait qu'il y a des choses qu'il faudra que j'évite parce que ça sera de mauvais goût par rapport aux gens.
ou que ça me va ou ça me va pas. Donc aujourd'hui, je dirais, mais en même temps, je t'écoute et je me dis que y a quand même pas mal de trucs récemment où on m'a dit non et je me suis pas rebellée, j'ai pas dit oui, c'est comme, j'ai rarement dit c'est comme ça et je vous emmerde. Non, en fait, finalement, je crois que j'écoute. En fait, je crois que je suis bonne élève malgré moi. Mais est-ce que c'est pas une question d'habitude aussi, tu vois, le fait qu'effectivement tu fais de la télé depuis que tu disais 17-18 ans, t'as aussi du coup grandi et évolué avec le fait que tout le monde ait entre guillemets un peu quelque chose à dire sur ton image, donc aussi peut-être que c'est question d'habitude ou peut-être que je me suis habituée. Et puis aujourd'hui tu travailles quand même avec des personnes où tu sais qu'ils sont bienveillants avec toi. Oui, bien sûr. Et donc en fait tu sais que ton équipe, exactement. En fait, elle check, elle me dit tata t'es nickel, va travailler. Tu peux leur faire confiance quoi. Oui, complètement. Mais du coup j'ai quand même une question qui me vient. Donc toi tu as ces questionnements-là sur ton style, de comment ça a évolué, ton maquillage, etc. Mais est-ce que tu penses que c'est la même chose pour les hommes ou pas ? Parce que du coup, si je regarde le journal, les hommes seront en costard-cravate. Beaucoup plus neutre. Regarde, Nikos, il a toujours un peu les mêmes costumes. C'est quand même toujours les mêmes choses, les mêmes codes qui reviennent. Mais est-ce qu'ils se posent aussi la question de quelle cravate ils vont mettre ? Est-ce qu'ils sont maquillés ? J'ai un copain animateur, un copain journaliste où, en effet, la couleur de la cravate, le truc, ça renvoie quand même quelque chose de fort, mais 1000 fois moins que les hommes, que les femmes, évidemment. Je pense que... Et puis, les animateurs ont plus des uniformes. Je me souviens d'Ardisson qui se mettait en noir. Nagui aussi, j'ai l'impression qu'ils ont toujours un petit peu les mêmes silhouettes. C'est quand même moins un sujet. Oui, ils sont moins habillés de façon un peu mais en télé, tout, que vous êtes une femme, que vous soyez une femme, quoi que tu puisses faire, et même moi, ma mère, ma famille, tout ce que... Vous pourrez dire n'importe quoi, être formidable. La première chose qu'on vous dira, c'est est-ce que tu étais bien habillée ou bien coiffée. C'est un peu ça. Je pense pas qu'on l'impression. On le fait pas aux hommes. Ça, en fait, c'est comme si on regardait, ça s'arrêtait là chez les hommes et qu'en fait, ce qu'ils portaient finalement, c'était complètement neutre. On est beaucoup plus, c'est ça. On est beaucoup plus indulgents. Alors que tu vois, même moi, en tant que téléspectatrice, j'avoue que je regarde comment elles sont habillées. Bah oui, alors bien sûr, mais juste parce que je me dis, t'as envie de voir, et puis ça t'aime bien, ça j'aimerais bien voir ça, mais ça vient d'où ? Cette couleur, elle est cool, je la vois pas partout. Tous les jours, je reçois X coups de téléphone, X messages sur Insta, c'est où est-ce que venait votre suite, et trucs, c'est l'essentiel des trucs que je reçois. Hein. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on le voit beaucoup, mais il y a des rêves qu'on peut trouver hyper rapidement et tout. À la télé, il y a quand même ce truc où, effectivement, t'es dans notre salon. Et t'es hyper frustrée parce que tu dis, mais elle a eu où ? Mais je veux trop le même et tout, alors que tu peux pas. Moment confidence, tout à l'heure, quand il y a ta styliste qui a sorti la valise, je regardais un petit peu comme ça. C'est quoi la rêve ? C'est quoi un peu les vêtements ? Où est-ce que je peux trouver ça, tout ça ? Donc, non, j'avoue. Non, mais c'est vrai, franchement, comme tu c'est hyper amusant. Dedans, bien sûr. Tu te dis, mais et moi, quand je vois un truc à la télé qui me plaît, j'ai aussi envie de savoir d'où ça vient. Parfois, entre animatrices, on s'appelle et on se dit, on s'envoie des messages en disant ça, tu me dis d'où ça vient parce que c'est canon. Donc Faustine, on voulait te poser une dernière question pour la fin, mais on en a déjà discuté parce que c'est vrai qu'on t'avait un peu teasé cette question quand on s'en était parlé en début de semaine. Donc le podcast s'appelle B comme beauté. On voulait te poser la question qu'on pose à tous nos invités, qui est c'est quoi ton B à toi ? Et tu as extrêmement bien répondu. Moi j'ai eu envie de baptiser ce podcast Bulle, donc c'est B comme Blyssime, mais c'est B comme Bulle. Déjà parce que bulle de champagne, donc bulle qui pétille, bulle comme, ça j'adore, bulle de savon évidemment, j'adore les bains, bulle de coton, bulle de protection, bulle de douceur. Je vois quelque chose de... je trouve que c'est rond, ça rebondit, c'est joyeux, et c'est protecteur. C'est exactement ce qu'on a vécu. C'est cotonneux. Voilà. C'est tombé à toi. Et ça, c'est le plus important. Merci infiniment, Merci Faustine, beaucoup pour ta sincérité et pour le temps que tu nous as accordé aussi. Merci beaucoup à vous pour votre écoute et pour votre confiance. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de B comme beauté. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez évidemment le retrouver sur YouTube, mais aussi sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur Instagram, sur TikTok. Et voilà. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous proposer des invités sur la communauté disponible sur blyssime.fr. Encore un grand merci à toi, Faustine, d'avoir été présente avec nous aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.